C'est une cérémonie qui invite à se rappeler du prix souvent très élevé de la liberté. À l'heure où la guerre fait rage aux portes de l'Europe, on célébrait ce dimanche au cimetière américain du Creekmont à Dinossé le Memorial Day, le jour du souvenir, en hommage aux membres des forces armées américaines morts au combat, toutes guerres confondues. Ces femmes et ces hommes qui sont enterrés ici témoignent à quel point les relations entre les États-Unis et l'Europe sont encore plus profondes depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un cadeau incroyable qu'ils nous ont fait d'être venus et de se sacrifier. Ils ont renoncé à leur avenir. Et donc on se devait de créer ce jour-là en leur honneur. Un devoir de mémoire qui va bien au-delà à Dinossé que la cérémonie en elle-même. De nombreuses tombes sont ici parrainées. En famille, on a fait le choix de parrainer un soldat qui était au combat, donc c'est un soldat d'infanterie. Et puis le second, parce que mon mari et moi, on est dans le soin, on a parrainé un infirmier qui est tombé également au combat. Pour moi, c'est important de s'en souvenir. Alors, eu égard effectivement au contexte géopolitique qui fait que ça nous renvoie quand même le conflit qui n'est pas si éloigné de nous aujourd'hui en Ukraine. Et je pense que pour nous, pour nos enfants, alors qu'ils n'ont pas voulu venir avec nous aujourd'hui, mais c'est important de se souvenir du sacrifice des soldats pour la paix dont on profite aujourd'hui. Témoin la grosse participation du public, cette cérémonie revêtait un caractère particulier eu égard au 80e anniversaire de la victoire de 1945. Un moment pour ne pas oublier les ravages de la guerre, à l'heure où pourtant les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte progression depuis la fin de la guerre froide. Maritime. 70 000 tonnes de textiles chaque année, l'équivalent d'1 million de t-shirts par jour, des estimations prévues par l'entreprise américaine Cirque, qui prévoit à Saint-Avold la plus grosse usine de recyclage au monde de textiles complexes. Traiter des mélanges de polycoton, qui est ce mélange de polyester d'origine pétrolière et de coton d'origine végétale. Il s'agit aujourd'hui des 3/4 de la production mondiale. En complément, un centre de recherche et développement verra le jour pour garder le site compétitif, mais surtout travailler sur la valeur ajoutée de certains matériaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de valoriser aussi bien de l'élastane ou dans certains vêtements c'est du nylon qui est rajouté, ou dans d'autres c'est du spandex. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces produits-là? Un projet très ambitieux avec la création de 200 emplois sur un site stratégique. On est à un nœud autoroutier, on est à un nœud ferroviaire, on n'est pas très loin, grâce au fluvial, on n'est pas très loin des plus grands ports d'Europe. Donc Saint-Avold offre tous ces avantages de logistique. Et puis il y a les compétences industrielles. On est sur un bassin d'emploi où plus de 20% des compétences sont industrielles. Écoutez, on ne peut que se réjouir d'avoir une industrie de ce type sur notre territoire. Je suis un président heureux, donc comme on a été en plus en concurrence avec plusieurs régions, voire même plusieurs pays, ils ont choisi Saint-Avold, voilà, on ne peut que se réjouir. Début du chantier prévu fin 2026 pour 450 millions d'euros, après des pollutions des 50 hectares de la plateforme chimique Carlin-Saint-Avold, avec l'espoir de démarrer l'activité 2 ans plus tard, soit 2028. Et voilà. On l'a observé pour la première fois en France, c'était en Aquitaine en 2004. Depuis, il a colonisé plus des 3/4 de la France. C'est la hantise des apiculteurs, reconnaissable à ses pattes jaunes et à sa taille moins imposante que son cousin européen. C'est le frelon asiatique. Dans les Vosges, les premiers spécimens ont été repérés il y a 3 à 4 ans, mais l'an dernier, les ravages de Vespa velutina, c'est son nom scientifique, sur les ruchers ont été catastrophiques, notamment sur le territoire de la commune de Saint-Nabord, où la municipalité, sur les conseils de l'association Raconte-moi les abeilles et le groupement de défense sanitaire, a décidé de réagir face à cette invasion en achetant pour un coût de 38 € l'unité une 60aine de pièges sélectifs. Les pièges traditionnels vont piéger tout un tas d'insectes et c'est pas bon pour la biodiversité. Donc ce piège sélectif cible le frelon asiatique en particulier, et le frelon, une fois qu'il est piégé, il ne ressort pas. Didier a installé un de ses pièges dans son jardin et avec ce dernier, il a déjà attrapé une 15aine de frelons.
un tiers fruits rouges, un tiers bière brune et un tiers vin blanc, donc c'est ça. Et vous avez ici des languettes. Et en fait, justement, ces languettes diffusent le parfum bien plus haut que la surface que vous voyez ici. Vous êtes apiculteur vous-même? Je ne le suis pas, le sujet m'intéresse. J'ai plusieurs fois évoqué intérieurement la possibilité de le faire. Alors, je n'ai pas encore franchi le pas, mais ce n'est pas impossible. Et donc, effectivement, piéger des frelons, pour moi, me paraît être un bon moyen déjà préventif de protéger les abeilles. Cette première campagne de piégeage va se terminer d'ici peu. Elle a débuté au mois de mars et ce n'est pas pour rien. On piège les reines fondatrices qui se sont enterrées au mois d'octobre, novembre, après avoir mangé toutes les abeilles qu'elles ont pu manger ainsi que tous les pollinisateurs. Et elles ressortent au printemps. Un nid de frelons asiatiques, en moyenne, c'est 500 futures reines pour l'année suivante. Dans un seul nid, on peut dénombrer, après la ponte, près de 15 000 individus capables en 2-3 jours de détruire une ruche de plus de 60 000 abeilles. La présidente de l'association est particulièrement concernée puisqu'elle a vu la moitié de ces ruchers exterminés l'an dernier. Autre piégeur, autre apiculteur, Michel en a été victime également. C'est des vrais carnassiers. L'an dernier, j'étais impuissant devant mes ruches. Ils arrivaient. Ils prenaient des abeilles et partaient. Michel en a piégé une quarantaine et au total ce sont plus de 360 reines qui ont été capturées en quelques semaines par ces piégeurs volontaires. Une seconde campagne sera organisée du 15 août à fin novembre. Lorsque les attaques sont les plus virulentes, elle visera cette fois les ouvrières. Mélange de terre, d'argile et de paille, le torchis fait partie intégrante de l'architecture de l'Aube. Depuis plusieurs années, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient et l'association Maison Paysanne de l'Aube s'allient pour proposer des ateliers de rénovation de ce matériau économique. Alors cette méthode, elle est simple, on peut la refaire soi-même une fois qu'on a eu quelques conseils techniques. Et puis le gros avantage, c'est que ça gère très bien l'humidité dans les maisons. Donc c'est pas isolant, mais ça transfère très bien la vapeur d'eau. Ces ateliers ont pour but de diffuser les connaissances pour rénover soi-même les bâtiments traditionnels du territoire. Le bâti ancien à pans de bois fait face à une dégradation et à un manque d'artisans pour intervenir sur sa rénovation. On a très peu de personnes qui connaissent le matériau torchis à l'heure actuelle. Et donc, on sait qu'on a des particuliers qui sont sensibles à ça parce qu'ils ont des bâtiments et ils sont concernés. Donc, le fait de créer un peu d'autonomie pour pouvoir faire de la réparation et au moins une sauvegarde, même si le bâtiment n'est pas entièrement refait, au moins pouvoir sauvegarder les bâtiments, c'est ça le plus important. Ouverts aux particuliers comme aux professionnels, ces ateliers attirent des curieux et des propriétaires de bâtiments désireux de rénover leurs biens eux-mêmes. Pour voir ce que nos ancêtres faisaient depuis la nuit des temps à moindre coût. Nous avons acquis une maison paysanne très ancienne en très mauvais état. Et c'est l'occasion pour nous de sensibiliser aussi autour de nous sur la question de la sauvegarde de ce patrimoine-là, de cette histoire. On en est à la 4e édition, effectivement. Ce sont des ateliers qui fonctionnent très bien, qui sont relativement bien demandés, donc ça va perdurer dans le temps. Le torchis a aussi l'avantage d'être un matériau écologique. Il ne nécessite aucune cuisson et n'occasionne donc pas de perte d'énergie. Et bien que relativement facile à utiliser, il est aussi résistant. Contrairement aux idées reçues, le torchis est capable de perdurer plusieurs centaines d'années. On a l'habitude de penser avec l'échelle de proportion du béton. Et donc du coup, non, le torchis, c'est un matériau qui est très résistant et très dur. Et des fois, qu'on a du mal même à démonter, des fois on est obligé d'y aller au marteau-piqueur. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient ajoute désormais à sa programmation un atelier d'enduit à chaud. Sa fabrication et son application sont un peu plus complexes que celles du torchis, mais restent faciles à refaire chez soi. À la recherche d'éventuelles victimes, cette équipe de recherche progresse pas à pas dans les galeries de la diaclase d'Aubin-Tiche, un réseau souterrain d'environ 400 mètres de long. Ces parois très étroites rendent l'avancée lente et délicate. Il faut faire attention au vide, il faut savoir se passer un peu partout parce que des fois c'est un peu étroit. C'est pour ça qu'on n'intervient jamais seul, on est toujours en équipe. Et puis si jamais ça arrive qu'un sauveteur ne se sente pas bien, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. On reste des humains, on n'est pas à l'abri d'une défaillance physique ou mentale en fonction de l'endroit où on se trouve. Après plus de 2 heures d'exploration,
Une première victime est enfin localisée. Donc Lucas, 14 ans, tout seul, il est rentré dans la cavité avec sa mère en début de matinée. L'équipe d'assistance aux victimes peut alors entrer en action pour évaluer la situation. La victime là n'était pas blessée, était juste perdue dans la cavité sans sa lumière. Donc dès qu'on est arrivé, on lui a tout de suite mis une couverture de survie pour qu'elle se réchauffe, qu'elle ne perde pas de chaleur. Et on lui a proposé à boire et à manger. Il y a l'équipe qui va s'occuper de la victime et en même temps il y a une autre sous-équipe, c'est-à-dire qui va s'occuper de faire un point chaud, c'est-à-dire un genre de tente à l'intérieur duquel on va mettre un matelas, une doudoune pour que la victime puisse vraiment se réchauffer, parce que c'est vraiment l'hypothermie le principal ennemi. Contrairement aux idées reçues, l'enjeu n'est pas de sortir la victime au plus vite, mais de le faire en toute sécurité. Le téléphone portable ne fonctionne pas sous terre. Pendant ce temps-là, à la surface, le poste de commandement établit progressivement le contact avec les secouristes engagés à 5 mètres de profondeur. Ok, reçu pour PC. Près de 35 sauveteurs bénévoles, issus de 6 départements, participent à cet exercice. Le but, c'est de former des automatismes pour que si un jour il y a besoin de travailler ensemble, on ait tous des dispositions à travailler de la même façon. Marquée par la présence de forts militaires et de la ligne Maginot, la Moselle présente des risques potentiels, mais jusqu'à présent, aucun incident réel n'a nécessité d'intervention.